Crime Story. Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvian. Aujourd'hui, Incident à Malibu Beach de Robert Colby. Brad Norton vivait seul et logeait au-dessus de son magasin d'articles pour bateaux devant la plage de Malibu. Un mercredi, vers 3 heures du matin, Brad, victime d'une insomnie, se leva, s'habilla et se dirigea vers la plage. Le ciel était couvert et des poches de brouillard recouvraient la côte. Le rivage de sable qui s'étendait à l'infini, souvent parsemé de grands rochers, était bordé par de vastes et somptueuses maisons. C'était presque marée haute. L'océan était calme, avec de longues vagues qui venaient mourir sur la grève. Lorsqu'il eut parcouru environ un bon kilomètre, Brad s'arrêta en dessous de l'une des plus belles maisons de l'endroit. Il s'approcha de la villa, la dépassa de quelques mètres et s'assit dans l'obscurité sur le sable fin. Il fuma une cigarette et, regardant la ligne du rivage drapée de brouillard, s'absorba dans une profonde méditation. Soudain, il entendit le bruit d'une porte qui claquait, puis des voix d'hommes se dirigeant vers la plage. Les silhouettes de 2 hommes apparurent, se déplaçant difficilement sur le sable et portant un 3e homme dont les bras et la tête pendaient mollement. Inconscient. Mort peut-être. Laissant tomber leur fardeau humain sur le sable, les 2 hommes disparurent de l'autre côté de la maison. Ils revinrent quelques secondes plus tard, portant un petit bateau à moteur hors-bord qu'ils posèrent sur le sable. Puis, ils hissèrent le corps dans le bateau et poussèrent celui-ci rapidement vers la mer. Entre 2 rouleaux de vagues, l'un des hommes grimpa dans le petit bateau, se mettant à ramer vigoureusement pendant que l'autre le poussait vers la haute mer et se hissait lui-même à bord. Puis la frêle embarcation se perdit dans une nappe de brouillard. Brad regarda la maison. Une solide porte de bois protégeait l'entrée et des volets obturaient portes et fenêtres. Sur la boîte à lettres, il y avait un nom. Monsieur Gilbert Wyndon. Gravant ce nom dans son esprit, Brad rentra chez lui et, aussitôt arrivé, téléphona à la police en expliquant ce qu'il avait vu. Une demi-heure plus tard, 2 flics en uniforme frappaient à sa porte. « Monsieur Norton, je suis le sergent Davidson et voici mon collègue Trumbull. Vous avez signalé des rôdeurs chez Wyndon. Nous n'avons rien trouvé de suspect, pas de signe d'effraction ou de violation de domicile, pas de trace de bateau sur la plage non plus. D'après vous, ces types seraient sortis de la maison avec un homme mort, il l'aurait mis dans un bateau et serait parti vers la haute mer. Êtes-vous bien sûr, monsieur Norton, que l'homme était mort? Non, monsieur le policier, mais s'il ne l'était pas, il l'est certainement maintenant. Bien, nous allons brancher sur cette affaire la brigade des homicides, monsieur Norton. Ils contracteront M. Wyndon pour voir s'il souhaite une enquête plus approfondie. Merci et au revoir, M. Norton. Vers le milieu de l'après-midi du même jour, M. Gilbert Wyndon en personne appela Brad à son magasin. Il avait été informé de la situation par la police et il souhaitait rencontrer Brad Norton vers 6 heures du soir à la villa. Brad ferma son magasin à 5 heures et à 5h30, il partit à son rendez-vous. Le ciel était clair, et lorsqu'il arriva sur la plage de la maison des Wyndon, il commença à chercher la porte par laquelle le corps avait dû être transporté. Il la trouva sur le côté, face à la maison voisine. Il examina le sable devant lui minutieusement,
le remuant doucement avec le pied. Soudain, un petit bout de cuir attira son attention. Il le sortit du sable et s'aperçut qu'il était attaché à une montre en or. C'était une montre d'homme à la forme élégante qui valait certainement très cher. Le dos du boîtier était marqué des initiales DW. Le bracelet était abîmé et le fermoir avait été arraché. Brad mit la montre dans sa poche et fit le tour de la maison pour appuyer sur la sonnette de la porte d'entrée. Une jeune fille d'une vingtaine d'années vint lui ouvrir. Ses cheveux étaient longs et noirs, ses yeux étaient plus noirs encore, accentués par des traits pâles et bien découpés sur un visage étroit, ravissant. C'est gentil à vous d'être venu aussi rapidement, Monsieur Norton. Je suis Carol Windon. Mon père va descendre dans un instant. Voulez-vous un cocktail? Volontiers, mademoiselle. Puis, un homme, grand et mince, aux cheveux argentés, entra dans le living room. Papa, voici Monsieur Norton. Gilbert Windon, car c'était lui, devait avoir une 60aine d'années. Il s'assit à côté de sa fille et regarda Brad droit dans les yeux. « Monsieur Norton, je suis très pressé. Aussi, vous voudrez bien en venir directement à ce que vous pensez qu'il s'est passé ici ce matin à l'aube. Je vous en serai infiniment reconnaissant. » Sans quitter Carol Windon des yeux, Brad raconta l'histoire encore une fois, clairement. Carol semblait horrifiée, comme si l'épisode avait des implications qu'elle ne comprenait que trop bien. « À présent, dites-moi, Monsieur Norton, l'homme que ces gangsters ont transporté jusqu'au bateau, pourriez-vous me le décrire? Et pourriez-vous me dire quel était son état véritable? » Il faisait nuit noire, monsieur, et il y avait du brouillard. Mais si l'homme n'était pas mort, il était inconscient. Monsieur Norton, le fait qu'ils aient emmené l'homme vers la mer ne veut pas dire qu'ils allaient forcément l'immerger par le fond, n'est-ce pas? Et puis, venait-il réellement de l'intérieur de ma maison? J'ai trouvé ceci dans le sable devant la porte qui mène à la plage, monsieur. Et Brad sortit la montre qu'il tendit à Windon. C'est la montre de Douglas. C'est la montre de mon frère, dit Carol. Oui, en effet. Je lui ai offert cette montre l'année dernière, quand il a obtenu son diplôme à l'université. Voyez-vous, monsieur Windon, le bracelet est déchiré et le fermoir est cassé. Cette montre a été perdue au cours d'une lutte, vraisemblablement. Pourquoi ne pas demander à votre fils? Il est ici? Non, monsieur Norton, non. Il est à San Francisco. Je suis désolé, monsieur Windon, mais je n'en crois rien. Monsieur Norton, mon fils Douglas a été kidnappé. Nous voulons qu'il garde toutes ses chances. Votre silence peut lui sauver la vie. Je vous en prie. Ainsi, le fils du milliardaire Gilbert Windon avait été enlevé. Sans doute, une forte rançon avait été demandée. Mais par qui? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Monsieur Windon, qu'est-ce qui vous fait croire que votre fils est encore en vie? Je lui ai parlé au téléphone, monsieur Norton. Quand avez-vous reçu le premier appel des ravisseurs, monsieur Windon? Hier matin, de très bonne heure. Ils demandent 200 000 $ que je dois leur remettre cette nuit. Je dois appareiller avec mon yacht en direction de Catalina Island jusqu'à 1 mille du port d'Avalon. Puis je dois changer de route et durant la nuit, je recevrai un signal. Je devrais répondre avec un signal identique et couper les moteurs. À ce moment-là,
Un hors-bord conduit par l'un des bandits sera envoyé pour prendre la valise contenant l'argent que je lancerai par-dessus bord. Lorsque l'argent aura été rapporté, mon fils sera renvoyé seul dans le hors-bord. S'il n'y a pas d'argent, Douglas sera abattu et jeté par-dessus bord. Oui. Les ravisseurs semblent avoir pensé à tout, Monsieur Windon. Cependant, il doit bien exister un moyen de les piéger, si vous alertez la police. Oui, mais je ne le veux pas, Monsieur Norton. Je dois appareiller à 8 heures du soir précise. Monsieur Norton, puisque vous êtes déjà impliqué dans cette histoire et que vous pouvez nous être utile, voulez-vous nous accompagner? Oh, mais s'il vous plaît, faites-le, Monsieur Norton. Implora Carole. En détresse ou non, la belle Carole avait pas mal d'arguments en sa faveur. Et Brad, le cœur battant, accepta. Dehors, un chauffeur se tenait à côté d'une limousine qui ressemblait à un corbillard. Ils montèrent dans la voiture, Windon tenant à la main un attaché-caisse contenant les $200 000 de la rançon. Et la limousine les déposa près du bassin où était amarré le yacht. Le Carole Windon était un très beau bateau de 25 mètres de long. L'équipage se composait de 2 hommes en uniforme blanc, le capitaine Mike Kendrick et son second, Hank Sadler. Windon les emmena vers le poste de pilotage pour leur apprendre avec ménagement la nouvelle du kidnapping de son fils et les instructions à suivre, pendant que Carole attendait nerveusement à l'arrière, en compagnie de Brad, qui la dévorait des yeux. À 8 heures précises, les moteurs partirent. Hank Sadler largua les amarres et Kendrick sortit le navire du bassin en donnant toute la puissance des moteurs. Les ténèbres se refermèrent sur eux comme ils fendaient les premières vagues de l'océan. Brusquement, le régime des 2 moteurs du Carole Windon décrut, puis les moteurs s'arrêtèrent. « Que se passe-t-il, Kendrick » cria Windon. Quelques pas en arrière, les jambes écartées pour lutter contre le léger roulis du bateau privé de moteur, Kendrick les regardait, braquant sur eux un automatique calibre 45. « Attendez aucun secours de Hank, Monsieur Windon. Il est là avec une carabine. »« Oui, mon fils, Kendrick. Que lui avez-vous fait? »« Il est un peu drogué, monsieur, mais pas beaucoup plus que d'habitude. On va le relâcher si vous ne nous faites pas d'ennui. Allez chercher la valise, Monsieur Windon. » Windon alla jusqu'à sa cabine et revint avec la valise. Kendrick l'ouvrit et jeta un rapide coup d'œil sur les billets verts avant de refermer le couvercle. « Je pensais que vous et Doug étiez de bons amis, Kendrick. »« Oui. Eh ben, on était de si bons amis qui m'a raconté tous ses secrets et qui m'a emprunté du fric pour acheter de l'acide quand vous lui avez coupé les vivres. M'avait promis de me rembourser au centuple, mais j'ai jamais vu un seul dollar. » Kendrick recula en pointant toujours le 45, puis tira la porte et la ferma à clé. Il y eut un long silence, entrecoupé de bruits isolés sans signification claire. Puis, ils entendirent les 2 hommes sur le pont mettre à la mer le bateau à moteur. Du hublot de la cabine, ils purent voir le canot à moteur qui se dirigeait vers les ténèbres, lançant des panaches d'eau à la proue. « Il retourne vers Catalina s'il ne change pas de direction, » dit Windon. « Ça ne leur prendra pas beaucoup de temps. Ils vont probablement sauter dans un avion vers le continent et ensuite en prendre un autre pour le Mexique. » « Je n'aime pas ça du tout, Monsieur Windon, » dit Brad. « Mais pas du tout. Si vous assemblez tous les éléments, ça ne donne pas un ensemble cohérent. Comme ils ne nous ont pas mis hors d'état de nuire, vous allez pouvoir lancer la police après eux en un rien de temps. Vous croyez qu'ils veulent s'enfuir? Mais
Quel kidnappeur se démasquerait ainsi et accepterait le risque d'être pourchassé en n'importe quel endroit du monde? Non, 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 non. Il doit y avoir un piège quelque part. Vous devez avoir raison, Monsieur Norton. Kendrick a beau être la dernière des fripouilles, ça n'est surtout pas un imbécile. Monsieur Norton, brisons la porte pour sortir d'ici. Si Douglas n'est pas déjà mort, ils peuvent le tuer si on ne se dépêche pas. Attendez, Monsieur Winden, attendez. J'ai besoin d'une minute encore pour réfléchir. Votre fils n'est pas mort, j'en suis certain. Je crois à la plus grande partie de ce que Kendrick a dit. Il n'avait pas besoin de mentir, protégé par un revolver. Mais je ne crois pas à ce qu'il a dit pour la partie concernant l'île de Catalina. Il savait parfaitement le risque que cela représentait de parcourir une telle distance sur une coquille de noix dans des eaux où la tempête risque de se lever sans prévenir. Non, 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 j'ai flairé autre chose. Allons-y, enfonçons cette porte. Ils se relayèrent, lui et Winden, donnant des coups d'épaule, frappant un coup de pied. La serrure tint bon, mais le bois se fendit en éclats et finit par céder. « C'est trop beau pour être vrai, » dit Brad. « Y a-t-il un poste d'équipage, monsieur ?»« Oui, en haut, à l'avant. Venez, je vais vous montrer. » La porte du poste d'équipage s'ouvrit sur une petite cabine à tribord, comportant une double couchette, vide, à l'exception de 2 uniformes jetés à terre. Ils firent demi-tour dans le couloir et s'arrêtèrent devant une porte, petite, mais solide, qui était fermée à clé. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, Monsieur Winden ?»« C'est le compartiment avant, monsieur. On y remise les cordages et les gréements. »« Avez-vous la clé, monsieur ?»« Non, c'est Kendrick qui l'avait. Vous savez, je viens rarement sur ce bateau, en dehors de la période d'été. Mais, attendez un peu. » Winden partit et revint au bout de quelques secondes avec une hache d'incendie. Brad prit la hache et à ce moment, leurs yeux se rencontrèrent. « Je sais à quoi vous pensez, Monsieur Norton. Vous savez une partie de ce que je pense, Monsieur Winden. Une petite partie. » Et Brad attaqua la porte à la hache. Ils trouvèrent Douglas Winden à l'intérieur, pieds et poings liés, bâillonné et enchaîné à une épontille. Il était inconscient ou à demi inconscient, car lorsqu'il fut détaché et qu'ils lui eurent enlevé son bâillon, Douglas gémit, s'agita un peu, puis continua à dormir. Ils le portèrent jusqu'au grand lit qui se trouvait dans la cabine salon et laissèrent la jolie Carole s'occuper de lui. « Ainsi, il était à bord, » dit Winden avec étonnement. « Bien sûr, Monsieur Winden. Ils se sont servis de votre yacht, de votre maison et même de votre téléphone. Ils se sont servis du canot à moteur pour le kidnapping. » Vous avez raison, Monsieur Norton. Ils ont dû faire leur dernier appel téléphonique depuis le bateau. En effet, quand le yacht est à la mare, on peut se brancher sur la terre et téléphoner exactement comme avec n'importe quel appareil. En haute mer, c'est tout différent. En haute mer, c'est une liaison navire-côte par l'intermédiaire d'un opérateur de la marine. Monsieur Winden, s'ils ont laissé cette radio en état de fonctionner, nous allons pouvoir les coffrer. Je vais voir, dit Winden, qui partit en courant, pendant que Brad, comme poussé par un pressentiment, se dirigeait vers la salle des machines. Il ne trouva aucune pièce enlevée ou endommagée, mais au bout de 2 minutes d'un examen attentif, il trouva une mèche de mise à feu branchée sur l'un des moteurs. Cette mèche aboutissait à une boîte en bois, une boîte carrée, assez volumineuse. Brad souleva le couvercle et découvrit avec ébahissement suffisamment de dynamite pour faire voler tout le navire en petits morceaux. Ainsi, dès que l'on tenterait de faire démarrer les moteurs, la mèche s'enflammerait et le bateau exploserait. C'était
vraiment très bien combiné. Brad enleva vivement la mèche. C'est alors qu'il entendit le sourd grondement des moteurs qui se remettaient en marche. Il était temps. Dans le poste de pilotage, ayant constaté que la radio était hors d'état de fonctionner, Gilbert Windon avait mis le contact pour voir si les moteurs marchaient. À quelques secondes près, les 4 passagers du Carroll Windon faillirent ne plus jamais voir le soleil se lever. À quelques secondes près, Brad Norton faillit ne jamais savoir que déjà la jolie Carole l'aimait. Mais ceci est une autre histoire. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvian, incident à Malibu Beach chez Robert Colby.